Toujours pour Coworking Channel, nous avons la chance d'être au laboratoire aérodynamique Eiffel. Donc là, on va quasiment conclure cet événement. Et là, j'ai la chance évidemment d'avoir à mes côtés Daniela Carneiro Fuentes, qui fait partie donc des amis Gustave Eiffel. Bonjour. Bonjour et félicitations pour cette bienveillance que vous avez accueilli tous les intervenants d'aujourd'hui. Et bravo pour ce travail de Coworking Channel, parce que plus que jamais, c'est important de travailler tous ensemble. Et c'est sur ça qu'on va parler justement, les liens, des métaphores et symboles autour des symboles eiffeliens. Je pense qu'on a parlé eiffélien, il y a les mots liens en cet intérieur, et c'est un peu là-dessus qu'on va évoquer notre rencontre aujourd'hui à la soufflerie Eiffel au laboratoire aérodynamique Eiffel. Exactement, mais c'est exactement ça, parce qu'effectivement, vous êtes déjà dans le domaine de la coopération project, et vous avez bien dit les choses, c'est qu'il y a un lien. Donc le lien qui vous a poussé à faire partie donc, de cette association des amis Gustave Eiffel, Daniela. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Voilà, donc j'ai eu le plaisir de travailler au Brésil avec le consulat français, donc la communauté française qui est extrêmement active. Et après, suite à tout mon travail dans la gestion culturelle, des projets de développement durable, la coopération scientifique et justement de cette approche transversale, j'ai reçu un prix du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture pour un programme virtuose qui m'a mené pour un programme à l'UNESCO. C'est un programme créé en 1997, des politiques culturelles et l'action internationale. Et c'est là que l'histoire assez insolite va commencer, que je vais raconter tout à l'heure. Alors oui, parce qu'effectivement, maintenant on comprend très bien que vous êtes une femme de l'international et que vous étiez aussi dans la culture. Et bien sûr, on va parler un petit peu de ce lieu juste magique. Pour nous, c'est juste incroyable parce que j'ai appris, c'est vrai quand on parle de Coworking Channel, c'est une chaîne collaborative, on est dans le partage. Et quand on apprend l'histoire de ce laboratoire, qui est un lieu en fait qui a été mis gracieusement en fait aux inventeurs pour pouvoir partager les connaissances. Aujourd'hui, on parle de incubateur, pépinière, de coworking, mais là en fait, on était vraiment déjà une forme d'espace de coworking. On est bien d'accord, Daniela? C'est très intéressant parce que vous avez beaucoup de cette sensibilité, donc c'est pas par hasard que vous avez reconnu, parce que pour reconnaître, il faut connaître déjà de quoi on parle. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai pu rencontrer, j'ai travaillé moi-même à la Tour Eiffel, ça je vous expliquerai tout à l'heure, parce que c'est des choses à part, voilà. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et quand en 2015, j'ai rencontré Philippe Couperin-Eiffel et je lui expliqué un peu comment je voyais Eiffel comme un outil de coopération internationale lié à mon propre domaine. Et donc, il m'a présenté à Martin Piter. Et c'est assez incroyable parce que de la même façon que la Tour Eiffel, elle a été faite pour durer 20 ans et finalement elle est là jusqu'à aujourd'hui ayant un impact extrêmement important en Paris, en France, en Europe et dans le monde. C'est pareil, ça veut dire Gustave Eiffel qui est plus connu pour ses constructions de ponts métalliques et également pour la Tour Eiffel et Statue de la Liberté. Et les gens connaissent un peu moins, et c'est un peu le rôle de l'association des amis de Gustave Eiffel, de montrer l'ampleur de son œuvre et ses travaux scientifiques, comme il était pionnier. C'est une personne, un grand visionnaire, un grand humaniste, capable aussi d'articuler les talents. Parfois, ce n'est pas lui qui au début donne une idée, mais il est capable de mettre les gens, de fédérer les efforts, de mettre les gens autour. Et depuis le départ, il a voulu que la Tour Eiffel soit utile. Et il avait mis ça pour un panthéon de la science. C'est pas par hasard qu'il y a aussi le nom des savants, 72 savants qui sont inscrits au premier étage de la Tour Eiffel. Et c'est que plus je commençais à lire et à comprendre, je voyais des choses exceptionnelles. Et donc en 1909, il avait fondé un laboratoire dynamique déjà au Champ de Mars. Et après, il a failli être détruit. Et finalement, ils ont amené ici, donc cette année, ça fait 110 ans de la création du laboratoire aérodynamique Eiffel. Et la soufflerie Eiffel, et cet endroit existe depuis 1912, ici à rue Boileau, au 16e arrondissement. Et là, c'est un endroit qui est assez impressionnant parce qu'il y a toute la mémoire. Comme tout à l'heure, vous allez faire le tour. Vous allez voir des objets que Gustave Eiffel a utilisés à la Tour Eiffel suite à ses expériences scientifiques. Et en même temps, c'est un endroit qui a l'aérodynamique Eiffel, parce que donc, le conservateur qui a réussi à sauvegarder cet espace, c'est Martin Piter, qui cette année célèbre aussi 60 ans d'engagement et de dévouement. Je l'appelle comme un héritier spirituel, et c'est le plus grand expert de l'œuvre scientifique de Gustave Eiffel, avec l'œuvre La bataille du vent.
Et en même temps, il y a Benoît Blanchard, qui est l'administrateur du laboratoire aérodynamique. Donc, c'est une entreprise qui continue encore, même si aujourd'hui, il y a des souffleries qui soufflent plus de 1000 km par heure et 2000, donc il y a des supersoniques souffleries. Mais ici, le diffuseur d'Eiffel, c'est un point de référence. Et comme vous avez dit, donc ici, pendant la semaine, il y a une entreprise qui continue à marcher. Il ne faut pas oublier que toutes les voitures, comme André Citroën, la DS, le Porsche, le Panhard, ont été testées ici. Donc, c'est un endroit qui, déjà à l'époque, elle relie un peu cette histoire de l'invention en France. Et aujourd'hui encore, ils ont des commandes de toute partie du monde pour venir voir cet espace. Et là, j'aime bien, les vendredis et parfois lors de nos invités, il y a quand même cet espace de rencontres. Et donc, il y a des gens qui viennent par tous les moyens, des gens qui viennent par le patrimoine, à s'intéresser au patrimoine, à la mémoire, donc des gens de vieilles maisons françaises, des maisons historiques, etc. Et des gens qui vont venir d'école centrale, parce qu'elle était centralien également. Et moi qui travaille, donc là, je vais expliquer un peu le lien dans l'approche transdisciplinaire, dans cette approche de transversalité. Et j'étais fascinée de dire, mais comment est merveilleux. Déjà, à la Tour, nous avons des gens du monde entier et de tous les horizons qui viennent. Et ici, à la soufflerie, ça reste cet endroit. Et moi, j'adore faire les jeux de mots que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous avons ces noms, Aérodynamique Eiffel et Laboratoire Aérodynamique Eiffel et la soufflerie Eiffel. Je dis, ici, c'est comme un laboratoire des idées, comme vous avez évoqué tout à l'heure, pour une nouvelle dynamique des relations, un souffle vers l'avenir. Et c'est cette pensée. Et c'est là que je voudrais donc évoquer, j'ai travaillé au Brésil, j'étais à Rio quand il y a eu le 92, le sommet de la Terre. Et ça m'a toujours interpellé le fait que nous sommes en société pleine de savoir, mais en même temps, en quoi ces savoirs, je voyais le résultat. C'est-à-dire qu'est-ce qui a manqué pour cette reliance des savoirs peut-être, pour donner du poids et que ces savoirs puissent vraiment avoir, comme on avait oublié, quels sont les savoirs peut-être oubliés, quels sont les savoirs qui puissent nous élever dans notre humanité. Et comment... Magnifique. Mais c'est cette idée de relier. Et j'étais assez jeune au Brésil, on avait un groupe de discussion sur l'avenir du monde, on se posait beaucoup de questions. Et c'est là que j'ai l'opportunité de commencer à travailler avec le consulat français et toujours travailler en transversalité avec. Et j'ai vu le travail formidable que la France faisait au Brésil et ça m'a énormément touchée. J'étais beaucoup attirée par la culture française et pour aussi énormément de pionniers, de visionnaires qui existaient ici. Et ici, la France comme un point de convergence et de pouvoir aussi trouver des gens d'autres civilisations. Donc personnellement, j'ai commencé à travailler sur ces pionniers, ces visionnaires qui sont toujours là, parce que là, c'est une longue histoire que j'espère vous raconter. Oui, ça sera la première série, le numéro 1, le tome 1 de Daniela, mais on aura tellement de choses à raconter. Mais cette idée, après, quand j'ai fait mon programme de politique internationale, politique culturelle, action internationale par l'UNESCO, j'ai pu en même temps trouver... je voudrais continuer mes recherches en France. Les Crous demandaient quelqu'un, par exemple, aux Erlang, pour travailler des monuments. Et ces monuments s'avèrent être la Tour Eiffel. Et au départ, je n'avais pas l'idée que la tour aurait pris, et l'œuvre d'Eiffel aurait pris dans ma vie. Et c'est là que les choses commencent, parce que j'habitais à la Cité universitaire de Paris, j'habitais à la Fondation Deutsche de la Meurthe. Et ma maman qui venait du Brésil, à chaque fois, elle disait, Daniela, as-tu remarqué qu'il y a plusieurs tours dans le monde? Mais des tours qui ont 4 points cardinaux, où les gens sont séparés. Et à fur et à mesure, quand on se lève tous ensemble, on reste dans cette unité pour qu'on puisse tous avoir cette vaste horizon, l'Union. Et à fur et à mesure, je découvre que Deutsche de la Meurthe, le frère d'Émile qui avait fondé la Cité universitaire de Paris, était fondateur de l'Automobile Club de France et de l'Aéroclub de France, qui avait donné un prix pour celui qui aurait sorti de Saint-Cloud, fait le tour de la Tour Eiffel, le moins de 30 minutes, aurait venu. Et c'est Santos Dumont, un Brésilien. Donc il y avait une espèce de... et là, c'est pour une prochaine fois, et toutes des synchronicités comme un fil conducteur assez exceptionnel. Et après, donc, j'ai commencé à travailler autour de toute l'histoire d'Eiffel, et voyant que finalement, toutes les histoires, l'histoire de la communication, de la technologie, toutes ces histoires se reliaient. Et la question que j'avais envie, c'était de travailler comment on peut répondre à cet appel d'Edgar Morin, qui pour moi, c'est un grand mentor. J'ai plusieurs mentors en France et ailleurs dans le monde, mais c'est pour moi, lui qui a une œuvre exceptionnelle. Et vous savez, il y a tous les méthodes et des grands livres, mais ici, une petite synthèse, on veut, de ces choses qui comptent énormément. C'est un petit livre de chevet qui sont en même temps, tout le temps avec moi. Pour une politique de civilisation,
et la pensée complexe et la pensée globale. Il faut penser que pour les 70 ans de l'UNESCO, ils ont souhaité trouver un thème extrêmement important et fédérateur. Ils ont fait un colloque sur la pensée complexe. Et on oublie, la pensée complexe, ce n'est pas la pensée compliquée, c'est complexus, c'est que tu sais ensemble. Et c'est là que j'ai eu cette réponse aussi, disant qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus d'avoir simplement des projets. Il faut que la logique qui accompagne ces projets soit une logique innovatrice, une logique de fédération. On est tous dans la confrontation, parfois dans la rivalité. Et j'ai un poème qui s'appelle La symphonie eiffelienne avec les liens, qui s'appelle Appel aux riveteurs de futur, parce qu'il faut penser que la tour a été rassemblée par les riveteurs. J'adore ces mots, jeu de mots, rêveurs, acteurs. Et soyons tous dans cette... Et donc, au-delà des rivalités, des rêves, et dériver de cela dérivera un jour une nouvelle réalité. Et c'est cette démarche qui on dit comment, dans les livres Politique de civilisation, Edgar Morin rappelle qu'il y a énormément de belles initiatives partout dans le monde, mais qu'on a besoin plus que jamais d'une pensée politique, d'une pensée citoyenne qui relie et qui puisse rendre compte de tous les paramètres. Et j'aime dire que la Tour Eiffel, par exemple, comme d'autres œuvres d'Eiffel, nous invite à voir la vie et la ville de plusieurs points de vue, de plusieurs paramètres. Et cette pensée qui est toujours en mouvement, comme le disait déjà Montaigne, à plus de 500 ans, dans le berceau de l'humanisme en France, qu'il faut être en mouvement, il faut être à l'écoute, il faut être dans cette synergie. Et c'est un peu dans ce symbolisme. Et grâce à mon rencontre avec Philippe Couvreur-Eiffel, je sais qu'il y a beaucoup de descendants qui s'engagent également, mais c'est une personne que j'admire profondément pour sa dévotion, pour sa simplicité, sa modestie. C'est une personne de la terre aussi qui travaille avec les chevaux, donc une personne qui arrive à être toujours dans les dons, dans les services. Et Martin Peter. Et aujourd'hui, on a cette fédération avec les amis inventeurs qui ont appris énormément aussi pour moi de montrer que et je disais que c'est très important de rendre hommage à Eiffel, c'est montrer bien sûr sa mémoire. Il y a tellement de gens qui le font tellement bien, donc bravo à tous qui s'engagent pour cette mémoire. Il faut aussi rappeler l'esprit d'avenir, cette vision d'avenir qui aujourd'hui plus que jamais a besoin de fédérer. Et c'est dans ce travail de mise en synergie commune que vous avez tellement bien évoqué. Bravo aussi à votre présentation tout à l'heure. Et je pense qu'on a tous un peu dans cette lien de la bienveillance. Ça veut dire que la CED future pour moi, elle sera dans cette synergie, dans cette complémentarité et dans cette vision d'avenir qu'on va tous tisser ensemble parce qu'on a besoin tous uns des autres, de nos talents et de nos compréhensions du monde. Et c'est justement dans cette logique innovatrice nouvelle, mais qui correspond aussi à des pensées de grands pionniers, en plus de Gustave Eiffel, qui ont eu cette idée, comme Paul Rivet et Albert Kahn et tellement d'autres personnes qu'on ne pourra pas citer. Mais je cite quand même Paul Rivet parce que devant la Tour Eiffel, nous avons le musée de l'homme, où il y a le droit universel et le droit de l'homme. Et elle disait, l'humanité est en tout indivisible au-delà du temps et de l'espace. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de nous grandir dans cette humanité. Et c'est un peu dans on peut parler de technologie, de sciences et de toutes ces innovations, mais c'est le corps de l'humanité qui est très lourd. Mais nous avons besoin, comme le disait Bergson, plus que jamais de ces suppléments d'âme. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cet espace et avec la fédération de tous les efforts et des belles énergies que nous avons vues ici, qu'on va continuer à avancer tous ensemble. Et je vous félicite pour la patience parce que vous avez écouté tout le monde, vous avez interviewé. Et vous aussi, j'aimerais bien vous interviewer aussi, raconter. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est juste incroyable votre témoignage parce que si Gustave Eiffel était là, il dirait que j'ai de la chance, vous êtes une de ces lumières, vous mettez la lumière sur cette tour Eiffel et c'est un témoignage juste incroyable. Nous avons à nos côtés, donc vous pouvez venir d'ailleurs, Philippe Couvreur-Eiffel qui est quand même là en train d'écouter Daniela. Vous êtes une femme de l'international, vous êtes d'origine du Brésil, vous avez travaillé, donc l'international, votre ouverture d'esprit vous a ramené chez Gustave Eiffel, donc cette très belle famille qui illumine et qui donne justement, parce qu'on vous parlait de ces piliers, de ces 4 pieds qui unissent une seule personne, donc cette dame de fer. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire bravo à vous tous parce que la symbolique c'est le partage. Ici on est là pour partager, pour tenter de réussir ensemble parce que c'est vrai qu'on a une jeunesse aussi en souffrance et ce laboratoire, cette pépinière, moi je suis trop fière de l'avoir découvert aujourd'hui parce que j'avais découvert d'autres incubateurs, mais en fait finalement ça existait déjà. Bravo, bravo. Bravo à vous, parce que vous avez très bien dit, le plus important dans la vie, c'est le partage. Voilà. Et ça, je retiens ce que vous avez dit, et nous le partageons également, on peut le dire. Daniela le partage avec sa lumière, comme vous avez dit. C'est vrai, elle est très lumineuse, elle éclaire la Tour Eiffel. Et voilà, et pour ça, c'est quand même épatant, parce que Gustave Eiffel avait quand même éclairé avant vous. Hein.
Mais enfin, quand mais elle a besoin, la Tour Eiffel a besoin de lumière et Daniela en fait vraiment partie. Et quand vous allez à la Tour Eiffel, il suffit de se rendre compte de la sympathie qu'elle génère autour des personnes qui travaillent avec elle. Tout le monde l'aime beaucoup. Et quand je vais avec elle, c'est très pratique. On me fait voyager dans un ascenseur où j'ai de la place. On ne fait pas la queue, etc. Donc, c'est quand même formidable. Et tout le monde, elle embrasse tout le monde l'aime bien. On a même été avec des étrangers l'autre jour visiter la tour. Et je dois dire, il y a une de ses collègues qui chante et qui s'est mis à chanter une chanson au premier étage, spontanément, parce qu'on lui a demandé, on lui a dit, écoutez, si vous pouvez faire une petite chanson au premier étage de la Tour Eiffel. Elle a dit, écoutez, oui, pour vous, je vais le faire. Vous pensez, on était avec une personnalité chinoise qui a trouvé ça extraordinaire. On lui a même donné la clé. Vous avez une de vos clés qui l'a utilisé symboliquement, qui ouvre toutes les portes. Le Chinois ne savait plus où il habitait. Il était absolument enchanté de ce passage, et moi aussi, et tout le monde était content. Voilà, c'est ça qui est important. Vous savez, dans la vie, ce qui est important, c'est d'être content et de partager. Merci. Merci Aussi, beaucoup. pour parler de lumière, il ne faut pas oublier que la tour, elle a scintille, et c'est justement la beauté de toutes les lumières qui scintillent en alternance que c'est important, n'est-ce pas? Et la tour, tout en elle s'illumine, mais l'important, c'est qu'elle éclaire les autres. Et je pense qu'on a... C'est symbolique. Et c'est Roland Barthes disait la tour Eiffel, la métaphore sans frein, et c'est un peu dans ces métaphores et symboles profondément. Et c'est moi-même, vous voyez que je dirige des projets ailleurs, mais à la tour, j'ai voulu rester à l'accueil. Donc c'est très important d'expliquer. À la tour, je suis à l'accueil. Il y a tout un direction qui est très moment, avec l'arrivée de nouveau directeur général, Patrick Branco-Rouve, qui est très investi dans la culture, dans l'idée des jeunes, etc. Mais à la tour, je suis à l'accueil, j'aime bien préciser cela. Et c'est ce travail d'humanité, de chantier d'humanité, d'accueillir des gens. Pour moi, c'est un vrai symbolisme. Ça veut dire que c'est chaque pouvoir de décision. Tous ceux qui sont dans des pouvoirs de décision pourraient rappeler qu'on est tous là pour accueillir, pour être à service. Une nouvelle notion de pouvoir, d'être à service de l'autre, c'est la chose la plus importante du monde pour cette richesse globale qu'on veut créer à l'avenir. Et c'est ça pour moi, de rencontrer des gens d'un corps de métier extrêmement différents. Et c'est là que c'est très complémentaire. Et revenant à la jeunesse, il faut penser que quand Gustave Eiffel a mis le nom de savant, bien sûr, il devrait faire un hommage aux scientifiques, à tous ceux qui étaient là. Mais c'est très intéressant, les discours qu'il a prononcés au moment que les lettres d'or ont été mises. Il disait, Georges Barral, dans son livre 72 savants, va retranscrire, qui disait que l'honneur, ça veut dire le mérite de l'ingéniosité de ce monument ne reposait pas simplement sur lui et son équipe, mais sur tous ceux qui ont précédé, tous les efforts, tous les sacrifices qui ont été faits. Donc il les rappelle bien et il a voulu laisser une espèce d'un code, une espèce de rappel à l'importance de la cohésion entre les générations, parce qu'il disait, nulle génération peut tout finir, donc il faut transmettre le relais. Et c'est sur cette métaphore et symbole que je travaille un peu en sourdine, en discrétion pendant des années, justement de voir la tour de l'intérieur à chaque jour et pouvoir aussi collaborer avec des gens qui m'apportent encore énormément de vision. C'est la métaphore et symbole ça c'est encore la suite de l'histoire pour l'avenir. Et merci encore de cette. Merci à toi, Daniela, parce que là, quand j'entends, moi, je dis souvent, il y a une rubrique chez nous qui sont les 5 hashtags. Et pour ce que je découvre, moi, je trouve que tu es une femme de lumière, de lien et de relais. J'ai voulu quand même évoquer simplement une chose. Philippe Cobray-Eiffel, il est ami d'un grand ambassadeur, Daniel Torchman, qui est du club d'ambassadeurs de France. Et justement, autour de mon travail aussi de diplomatie, j'ai pu rencontrer des ambassadeurs. Et nous, dans cette dynamique bienveillante des amis de Gustave Eiffel, on a fait des associations, mais on essaye d'être toujours à l'écoute. C'était très intéressant parce qu'on était appelés pour aller au Tahiti, au Kazakhstan, à Angola. Philippe a représenté le pavillon français à la musée Gustave Eiffel, la France, au Kazakhstan. On a eu un grand événement en Russie. Et partout, on voit comme Gustave Eiffel était présent dans plusieurs continents. C'est extrêmement intéressant. Et c'est là que j'ai dit qu'il pourrait être vraiment servi de plus en plus comme outil de coopération internationale et les vases communicants. Et c'est là pour revenir dans l'idée de la pensée complexe et la pensée globale. Je disais on avait écrit une lettre à Edgar Morin, qui Philippe, rappelez Philippe que vous avez écrit une lettre à ma demande.
demande à Edgar Morin et lors du colloque en disant qu'on utilisait cette pensée complexe et cette pensée globale au sein des Amis du Gustave Eiffel. Et c'est cette idée d'Eiffel comme vecteur de transmission des connaissances et des vases communicants entre les savoirs, entre les générations, entre les cultures. Justement parce qu'il y a autour de lui une fédération énorme entre les gens de tous les horizons, de tous les âges. Et je vous remercie d'avoir la sensibilité de comprendre tout ça, parce que ça veut dire que vous-même, vous êtes femme, et j'aurais pu poser la même question pour vous, parce que vous avez la même sensibilité, et avec Rémi aussi, je pense qu'on a de très, très belles synergies à faire. Je pense qu'on a de belles synergies parce qu'effectivement, on est des femmes qui souhaitent relayer et mettre une pensée positive dans ce monde quelquefois un peu de brut. Voilà, il y a aussi quand même des choses positives et c'est vrai que là, on se sent bien. Il y a une aura qui, effectivement, ça donne même à un certain moment des frissons parce que quand on l'entend, on a l'impression qu'il est derrière nous, en fait, caché, à nous aidant. Et Daniela aussi, un relais pour... Très ouvert et je pense, voilà. Justement, il fait parfois il fait une petite allusion de ne pas être descendant, d'être ascendant, parce que je pense qu'il a énormément de choses à apporter par sa vision, pour son ouverture d'esprit, par sa bienveillance. Et c'est ça qui m'a énormément touchée par rapport à Philippe et au travail de Martin Piter, et qu'il est toujours à l'écoute des gens de plusieurs domaines. Et je sais qu'il y a beaucoup de descendants qui s'engagent aussi, mais Philippe est une personne qui m'a touchée beaucoup pour son propre exemple. Et j'espère qu'un jour on sera tous prêts pour travailler tous ensemble, parce que c'est cette humanité qui m'intéresse aujourd'hui, au-delà des rivalités, des rêves et des rêves. Écoutez, merci beaucoup Daniela, merci beaucoup Philippe, c'était pour Coworking Channel. Ainsi se termine donc on va dire cette première série, puisque cette belle rencontre au sein donc, du magnifique laboratoire aérodynamique Eiffel, il faut le montrer, c'est vraiment un lieu magique, montrer la photo, voilà, il faut le montrer et on lui fait honneur. Tout à l'heure vous allez voir, il y a le même objet qu'il utilise ici, qu'il a utilisé à la Tour Eiffel. Et on va le filmer quelques instants. Voilà. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup Daniela et j'ai envie de vous dire à très bientôt pour découvrir encore de nouveautés, des inventions et puis en tout cas votre sagesse. Bravo pour tout ce que vous faites. Là, je peux témoigner également, ils étaient tous là en train, il y avait un magnifique cocktail parce qu'on essayait de lier le savoir et les saveurs, mais ils étaient là à l'écoute de chaque inventeur, de chaque personne et tout ce que j'ai pu déjà discuter, je pense qu'un travail remarquable. Il y a aussi un grand merci aux auditeurs et je pense aussi que chaque personne, je dis, on peut tous être dérivés de qualités qui peut être des rassembleurs et de pouvoir justement avec notre propre vision, soit-elle visible, soit-elle discrète, on a tous à apporter. Et c'est ces voies de reliance qui est plus que jamais nécessaire. Et donc, je crois beaucoup que la France, avec l'Europe, avec le monde, on a énormément d'exemples à donner aux gens, donner dans l'obscurité régnante. La Tour Eiffel, elle rappelle un peu les phares qui va montrer des solutions exceptionnelles qui existent là. Il faut avoir ces regards éclairés et vous avez un regard éclairé, éclaireur. Bravo, ma chère amie. C'est incroyable ce que vous me dites parce qu'on ne va pas se mettre à pleurer, mais votre discours est tellement fort, tellement fort. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire un magnifique témoignage et puis on vous invite bien sûr à nous suivre puisqu'on va les suivre aussi et bien sûr défendre. Sont à cette France qui est animée et justement au 16 vient d'avoir la France des solutions. Je pense qu'on a besoin de penser pas simplement aux problèmes, il faut alerter, constater, mais il faut montrer les solutions et ces petites choses pour l'avenir. Je pense que vous faites vraiment partie et de donner la parole et de pouvoir créer cette synergie, le coworking, channel. Parce que effectivement, nous, on est là pour trouver des solutions, même si c'est difficile. Voilà, il faut y croire. Voilà, on a besoin de tous. Merci Daniela.